Yo, salut à tous internet, ici Nawak et comme vous le savez, je suis un énorme fan de JJK, mais au-delà de ça, je suis surtout un énorme fan des personnages les plus puissants de JJK et là, je fais référence à Gojo et Sukuna. Mais si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur Sukuna et donc aujourd'hui, nous allons parler du plus fort des temps modernes, Gojo Satoru. Mais avant, je vais te dire un truc, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à commenter et aussi et surtout à partager la vidéo car ça me fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. D'ailleurs, cette année, on veut pouvoir atteindre les 1K abonnés et ça, je peux pas le faire sans toi. Du coup, abonne-toi et merci beaucoup. Sur ce, on y va. 7 décembre 1989. Dans notre monde, ce jour-là ne vous dit peut-être rien, mais dans celui de JJK, ce jour-là est à marquer d'une pierre blanche, car ce jeudi-là précisément, le monde connut une balance de l'équilibre en faveur des exorcistes, due à la naissance du roi du monde, Gojo Satoru, celui qui plus tard sera surnommé et défini comme étant le plus fort de son ère. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, il existe 3 grands clans, le clan Kamo, le clan Zenin et le clan Gojo. Et niveau puissance, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Les Kamo, ils ont la manipulation du sang et les Zenin, ils ont la technique des 10 ombres. Et au vu de ce qu'on a vu dans Jujutsu Kaisen et dans Jujutsu Kaisen Modulo, les membres de ces différents clans semblent être assez forts, mine de rien, et avec des techniques héréditaires qui semblent revenir assez régulièrement. Donc niveau puissance des individus, ils sont clairement pas bridés. Et pour ce qui est du clan Gojo, c'est clairement une autre histoire. Parce que les mecs sur plusieurs générations de ce clan, ils sont vraiment nuls. Mais sur une génération, il arrive, et c'est très rare, qu'un individu naisse avec 2 caractéristiques très particulières. Le 6e œil et la technique de l'infini. De sorts / attributs génétiques héréditaires très particuliers. Le 6e œil ou Rikugan est un œil permettant à son utilisateur de pouvoir voir et comprendre intensément l'énergie occulte. Il peut analyser une quantité délirante d'informations à la centième de seconde, permettant à son utilisateur de pouvoir comprendre n'importe quelle technique occulte à laquelle il fait face. De plus, il permet aussi à son possesseur de ne dépenser aucune énergie occulte lorsqu'il lance un sort. Ainsi, couplez cela à la technique de l'infini qui rend son possesseur littéralement intouchable et ayant un potentiel de destruction proche de l'atome, vous avez le combo parfait pour créer une entité surpuissante. Non pas un humain, une entité, parce que Gojo c'est pas un humain, c'est un concept. C'est le concept de la puissance et de l'individualisme incarné dans notre monde. Et c'est à partir de là que débute le paradoxe Gojo Satoru. On est tous unanimement d'accord pour dire que le gars, il est surpuissant. Il a tous les boosts. Il a autant la génétique avec lui que l'expérience. Le mec, c'est un crack au sens le plus pur. Mais paradoxalement, lorsque tu regardes les grandes lignes de sa vie, il n'a en grande partie que des échecs à son actif. Des exemples. Sinon, ça serait pas drôle. Il n'a pas su éviter la mort de Rico Amanai. Il n'a pas su éviter à son meilleur pote de sombrer. Il n'a pas su sauver la vie de son meilleur pote. D'ailleurs, c'est lui qui le tue. Il n'a pas su empêcher le drame qui a eu à Shibuya. Il n'a pas su éviter à Megumi de se faire posséder par Sukuna. Il n'a pas su battre Sukuna. Et il n'a pas su, de son vivant en tout cas, mettre fin au système du monde de l'exorcisme qui l'a tellement fait galérer. Et donc oui, lorsqu'on prend le parcours du mec à vivre comme ça, c'est clairement un bilan négatif. Beaucoup de paroles pour pas grand chose en fait. Enfin, je dirais cela si j'étais hypocrite. Parce que Gojo, il a réussi quand même 2 trucs. Premièrement, il a réussi à se sauver. Parce que oui, comme il disait dans le moment avant sa mort, on peut aimer une plante, mais on ne peut pas lui demander de te comprendre. Et c'est exactement cette image qui représente sa relation avec ses élèves, avec ses proches même en général. Autant il peut les aimer, autant ils ne peuvent comprendre le vide qui les sépare. Et donc sa défaite face à Sukuna est tant une défaite qu'une victoire face à la solitude. La solitude des plus forts. Condamnons le roi des fléaux à la solitude des forts et s'évitons aussi un destin à la Kashimo, c'est-à-dire mourir de vieillesse. Le destin tant redouté de ceux qui ont atteint l'excellence. Et la deuxième chose que Satoru a réussi dans sa vie, c'est la formation d'élèves suffisamment forts pour pouvoir changer le système de l'exorcisme tout entier. Et ça se voit principalement dans Modulo, avec un Yuji qui tente de mettre fin à l'énergie occulte, mettant ainsi tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout en réduisant drastiquement l'apparition de fléaux surpuissants. Parce que oui, on a tendance à oublier, mais une des raisons pour lesquelles Gojo fait ce qu'il fait, surtout après la mort de Geto, des trucs tels que l'implication de la formation de ses élèves ou encore vouloir sauver des jeunes un peu différents comme Yute et Yuji, au-delà de vouloir changer le système, c'était aussi avant tout pour sa gueule, pour qu'à long terme, il puisse trouver des gens qui puissent le comprendre. C'est en ce genre de petits gestes qu'il y a une profonde différence entre lui et Sukuna. Là où Gojo cherche à se faire comprendre en tentant d'élever les autres à son niveau, le roi des fléaux, lui, n'y voit que de l'avidité, car la force vient avec la solitude. Et la solitude empêche le fort de comprendre le faible. Et c'est là qu'il y a le problème, car pour Sukuna, le fort n'a pas besoin de comprendre le faible. Et inversement, la seule forme de compréhension, entre guillemets, / amour qu'il peut accepter, c'est l'admiration et la fascination qu'ont les faibles envers les forts. Et à cela, ils se doivent d'y répondre en étalant leur puissance. Ainsi, nous avons 2 personnages à la fois suffisamment proches et suffisamment différents pour les faire antagonistes. Et ce qui est encore plus drôle avec Gojo, c'est qu'il aurait pu devenir comme Sukuna, et ce, à 3 étapes de sa vie. Premier moment, c'est s'il n'avait pas connu Geto. Au vu de ce qu'on sait dans l'éducation dans les grandes familles d'exorcisme, il se serait très sûrement renfermé sur lui-même, et cela aurait très sûrement été exacerbé par son potentiel. Deuxième moment, c'est s'il n'avait pas perdu face à Toshi. Il se serait conforté dans sa position qui était sensiblement proche de celle de Sukuna à l'époque. Les forts dominent et point. Et troisième moment, c'est
à ce moment-là, qui aurait pu être la vendetta finale pour venger Rico. Et heureusement que Geto l'a arrêté. Sinon, on serait parti pour un Akma et Villain Academia. Tu vois le truc. Ainsi, Gojo, c'est un personnage qui est débilement surpuissant, mais aussi assez complexe. J'ai tendance à dire mes potes otaku lorsqu'on fait des débats sur les personnages que Gojo, c'est un peu l'équivalent de Jésus de notre monde. Il a théoriquement tous les pouvoirs et la force de sauver n'importe qui, mais dans les faits, il pêche car il ne peut sauver que ceux qui veulent être sauvés. Et même dans ces cas-là, il lui est déjà arrivé de se foirer. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à dire. En tout cas, pas grand chose qui n'avait pas déjà été dit sur le personnage. Du coup, je m'excuse du fait que cette vidéo soit aussi courte. Ceci dit, j'ai quand même pris du plaisir à la faire. Et j'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter. Maintenant que c'est dit, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à commenter. Surtout à commenter. Donne ton avis ainsi que des idées de vidéos pour qu'on en parle sur cette chaîne. Et maintenant, c'est la fin. Nawak out. Peace.